Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ceux qui nous connaissent déjà et à ceux qui découvrent pour la première fois les webinaires Squash. Donc aujourd'hui, c'est le 11e webinaire Squash dédié, une fois n'est pas coutume, à Squash TM qui, pour la première fois, voit son interface graphique remise au goût du jour. Donc, c'est une grande nouveauté qui vous sera présentée aujourd'hui par Marion Delobo, qui est product owner de Squash TM. Bonjour à tous. Et moi-même, je suis là pour répondre à vos questions via le chat pour l'aspect technique. Rappel de ce qu'est Enix en surplomb de Squash. Squash, c'est un projet open source développé par Enix depuis 2010. Depuis cette époque, en fait, Enix est le principal contributeur et le seul committer de la suite Squash qui s'est vu évoluer ces derniers temps. On en a déjà parlé lors de précédentes occasions, avec la naissance récemment de Squash Automn et Squash DevOps, qui feront d'ailleurs certainement l'objet d'un webinaire prochainement. Le conseil en qualité logicielle est au centre de nos missions, puisque nous accompagnons une clientèle de grands comptes pour fournir un ensemble de prestations en conseil et en réalisation et apporter toute notre expertise fonctionnelle et technique qu'on a pu accumuler lors des 20 dernières années d'existence d'Enix. Enix, en bref, c'est finalement 4 activités qui se répartissent dans l'ordre autour d'abord de la réalisation de tests, du conseil en QL précédemment évoqué, mais également de la formation et de l'édition de Squash, donc la suite dont j'ai évoqué les différents modules, Squash TM, Squash Automn, Squash DevOps. Le développement d'Enix a été assez linéaire depuis 1999 et nous arrivons désormais à un effectif de 280 personnes et un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros pour l'année 2021. Notre expertise dans la qualité logicielle, elle se matérialise sur différents points. Tout d'abord, on organise, et c'est bientôt le cas, je vais y venir juste après, le Club Qualité Logicielle depuis 2005. Nous avons également un centre d'expertise autour de GitLab, où nous sommes Certified Partner, un centre d'expertise autour de Jira. Nous venons de passer Gold Solution Partner le mois précédent également. Nous sommes également membres de la fondation Robot Framework, dans une logique plutôt open source. Et nous sommes les fondateurs de l'école de la qualité logicielle qui reconvertit chaque année de nombreuses personnes autour des métiers du test et de l'automatisation de tests, entre autres. J'ai intitulé cette slide « Rappel », mais c'est peut-être tout simplement une présentation du calendrier Squash à venir. Alors aujourd'hui, on est le 8 juillet, c'est la présentation du webinaire sur Squash TM 2.0 qui est sorti pour rappel jeudi dernier, donc il y a tout juste une semaine. On est ravis de vous le présenter et de aussi échanger avec vous via le chat sur vos... Et à savoir la semaine prochaine, ce seront le début justement des releases mensuelles Squash Automn et Squash DevOps. Donc, dans ce cadre-là, on aura certainement l'occasion d'en reparler via le site notamment, mais cette nouvelle release va permettre de gérer les tests en UFT et SKF via Squash TM et d'exécuter et gérer les résultats des tests UFT et SKF dans un pipeline CI/CD. En août, on aura également une nouvelle release Squash TM. Toutes les infos que je développe là sur le calendrier sont accessibles via notre site squashtest.com dans la section Roadmap et Release, accessible depuis le menu haut. Donc, vous pourrez voir un peu ce qui est prévu dans les prochains mois. Sachez juste pour les releases Automn et DevOps qu'il n'y en aura pas en août, mais à partir de septembre, ce sera tous les mois. En milieu de mois, il y aura une nouvelle release avec des fonctionnalités ajoutées ou des composants mis à jour. Pour la partie événementielle, nous aurons la JFTL 2021 qui aura lieu le 14 septembre au Beffroi de Montrouge, où nous sommes présents chaque année. La journée française du test logiciel organisée par la CFTL et Enix sera présent avec un stand. Il y aura possibilité de vous présenter l'outil si vous pouvez être présent et puis de partager les nouveautés et les fonctionnalités à venir. Et un peu plus loin, à l'horizon 19 octobre 2021, nous aurons l'organisation d'une nouvelle session du Club Qualité Logicielle. Les inscriptions sont ouvertes via le site clubqualitélogiciel.fr et vous pourrez retrouver le programme dès que celui-ci sera pleinement défini dans les prochaines semaines. On passe dans le vif du sujet avec, je vais passer la parole à Marion, du coup, qui va vous présenter et aborder les thèmes suivants avec vous, puisqu'en fait, on va essayer d'être un petit peu, exhaustif sur toutes les nouveautés qui sont incluses dans cette nouvelle version de Squash TM.
Et donc, on présentera, entre autres, la bibliothèque, la navigation, la présentation des graphiques, la recherche, les tableaux de bord, l'administration. Marion en parlera bien mieux que moi et je vais d'ailleurs lui laisser la parole. Elle va pouvoir présenter son écran. Et bon webinaire à tous. Merci Thibaut, bonjour à tous. Donc oui, moi je vais vous présenter cette nouvelle version de Squash qui propose une toute nouvelle interface. Donc je vais partager mon écran. Donc normalement vous devriez voir mon écran. Donc là voici la page de connexion de Squash TM 2.0 qui est donc sortie la semaine dernière. Qui propose une toute nouvelle interface. Squash s'appuie sur une nouvelle technologie qui est la technologie Angular. Et donc, ça nous permet d'avoir une interface plus moderne. Du coup, au niveau des fonctionnalités, cette version 2.0 est iso-fonctionnelle par rapport à la dernière version de Squash, donc par rapport à la version 1.22 qui est sortie en décembre 2020. Donc, elle est iso-fonctionnelle sur les grandes fonctionnalités, mais il y a quand même pas mal d'améliorations ergonomiques et améliorations de fonctionnalités existantes que l'on va détailler. Donc là, je me trouve sur la page de connexion de l'application. On va retrouver, bien sûr, la mire de login et puis toujours la possibilité d'afficher un message personnalisé. Je me connecte à l'application. Donc, nous voici sur la page d'accueil de Squash, où à nouveau, on a la possibilité d'afficher le message personnalisé. On a toujours la possibilité d'afficher un tableau de bord personnalisé en remplacement de ce message. Et donc, première petite nouveauté, ça va se dérouler au niveau de la barre de navigation. Donc, on n'a plus deux barres de navigation comme on pouvait avoir avant, où on avait une barre d'accès aux différents espaces et puis une barre un petit peu plus d'administration. Là, on va tout retrouver sur une barre de navigation latérale avec l'accès aux différents espaces, toujours avec un code couleur associé, et puis l'accès aux autres éléments, comme l'administration. On y reviendra un petit peu plus tard dans cette démo. Donc l'accès au bug tracker paramétré, ça c'est quelque chose qu'on avait déjà. Une nouvelle rubrique aide qui va donner des informations sur la version installée de Squash, qui va donner un accès direct à la documentation. J'y reviendrai plus tard, mais la documentation a subi elle aussi une refonte. Donc, je vous présenterai ça à la fin. Et puis, un accès au bug tracker public de Squash si on souhaite déclarer des anomalies ou faire des demandes d'évolution notamment. On retrouve dans cette barre de navigation le mode jalon. Donc pour les personnes qui utilisent les jalons, on a désormais la possibilité de passer du mode jalon au mode référentiel directement depuis la barre de navigation. Et puis, on va retrouver le filtre projet. Enfin, dernier petit élément, on a les initiales ici de l'utilisateur qui s'affichent et qui vont permettre d'accéder à mon compte ou de se déconnecter. Cette barre de navigation peut se rétracter si on souhaite avoir un espace d'affichage plus important. Alors, je vais maintenant vous présenter un espace et les grands principes de navigation et d'affichage qu'on va retrouver. Alors là, je me trouve au niveau de l'espace exigence. Donc, la première chose, c'est qu'on retrouve bien sur la partie gauche la bibliothèque d'éléments et sur la partie droite la page de consultation. Alors, au niveau de la bibliothèque, on retrouve dans la couleur de l'espace les différents projets sur lesquels on possède des habilitations. Et puis ensuite, on va retrouver les différents répertoires et puis les éléments qui sont contenus dans ces répertoires. Donc là, je suis dans l'espace exigence. Je vais retrouver ici mes exigences qui vont s'afficher dans des sortes de capsules. Et donc, sur la gauche de ces exigences, vous allez retrouver un certain nombre d'icônes. Donc ça, c'est des choses qu'on va retrouver dans chacun des espaces qui vont vous donner des indicateurs rapides sur les attributs de vos objets. Là, en l'occurrence, sans consulter sans aller voir le détail des pages de consultation, depuis la bibliothèque, je vais pouvoir directement consulter la criticité de mes exigences qui s'affiche au niveau du petit encadré en couleur. Au survol, je vais avoir une petite infobulle qui va m'indiquer à quoi correspond cette information. Je vais pouvoir accéder à la catégorie de l'exigence via cette petite icône. Et puis, je vais pouvoir voir quel est son statut d'écriture,
si elle possède des cas de test associés via la petite coche et si elle possède ou non une description. Donc voilà, là l'idée c'est qu'en un coup d'œil, je puisse avoir ces différentes informations. Au niveau de la bibliothèque, donc en haut, on va retrouver la barre d'action qui comporte grosso modo les mêmes fonctionnalités qu'on avait dans les versions précédentes, donc avec une partie pour créer des éléments, une partie pour faire du copier-coller et supprimer des éléments. Les raccourcis clavier fonctionnent également. Une partie import-export, ça ne change pas. Petite nouveauté, on a maintenant la possibilité de trier les éléments de la bibliothèque, soit par ordre alphabétique, soit par ordre positionnel, où on choisit en fait l'ordre dans lequel ils vont être affichés. Donc ça, c'était quelque chose qui était dans la partie Mon compte avant. On l'a déplacé directement au niveau de la bibliothèque. Et puis, accès à la recherche, on y reviendra plus tard. Pour finir avec la bibliothèque, au sein de cette bibliothèque, on a également essayé d'optimiser un petit peu les déplacements d'éléments qui ont été rendus maintenant un petit peu plus visuels. Donc, déjà, lorsque l'on sélectionne un élément, on a une petite infobulle qui nous indique ce que l'on a sélectionné. Si on a sélectionné plusieurs éléments, on verra plusieurs infobulles. Et puis ensuite, l'endroit où l'on va déplacer l'élément est un petit peu plus marqué. Voilà pour cette partie bibliothèque. Alors, si maintenant je m'attarde à une page de consultation type, on va voir plusieurs choses. Donc, une première chose, ça va être la zone supérieure de la page de consultation, qui est une zone fixe, donc qui va s'afficher quel que soit l'élément qu'on va consulter au sein de la page de consultation. Cette zone fixe va comporter le nom et la référence de l'exigence, donc qui peut s'éditer directement en cliquant dessus, ça ne change pas. On va retrouver en dessous ce qu'on appelle des capsules qui vont reprendre les attributs principaux de l'exigence pour avoir en permanence ces informations. Donc là, en l'occurrence, on retrouve le statut, la criticité et le numéro de version de l'exigence que l'on consulte. Donc ces capsules sont fixes pour le moment, c'est des infos en lecture seule et ne sont pas paramétrables. Mais l'idée, c'est qu'à terme, on puisse afficher les éléments de notre choix dans cette zone. Autre petite nouveauté, ça va être la gestion des pièces jointes qui ne se fait plus dans un bloc dédié. On va l'avoir directement dans cette zone en haut de l'écran. Et donc, via cette icône trombone, on a la possibilité de gérer les pièces jointes. Donc, là, on a un petit indicateur chiffré au niveau de cette icône qui va nous indiquer simplement qu'on a 2 pièces jointes qui sont associées à l'élément que l'on consulte. Et lorsque l'on clique dessus, eh bien, on va avoir la liste des pièces jointes associées. Et depuis ce petit panneau latéral, on va pouvoir eh bien, gérer l'ensemble de nos pièces jointes, en ajouter, en supprimer et en télécharger. Et désormais, l'ajout via glisser-déposer depuis un répertoire fonctionne avec ce panneau. Donc voilà, ça c'était pour la zone en haut de l'écran. Si maintenant je m'attarde sur le cœur de la page de consultation, la première chose que l'on peut voir au niveau de la navigation, il n'y a plus de système d'onglets comme on pouvait l'avoir lors des versions précédentes. On navigue maintenant via un système d'encre que l'on a sur la partie gauche ici de la page de consultation. Des encres donc qui vont permettre de naviguer vers les différents blocs de la page de consultation. Donc, au survol de chaque encre, on va avoir une petite infobulle qui va indiquer l'élément que l'on va consulter. Et donc, grâce à ces encres, on va pouvoir naviguer soit au sein de la même page vers un autre bloc, soit lorsqu'il y a plus d'informations ou que les informations viennent de l'extérieur, naviguer vers une nouvelle page, comme c'est le cas des anomalies connues, par exemple. Au niveau de certaines encres, on peut voir qu'on a un petit indicateur chiffré. Eh bien, cet élément, voilà, j'ai un meilleur exemple. Cet élément nous permet de voir directement si on a des associations qui sont faites. Et donc, pas besoin d'aller consulter le détail du bloc. Là, je sais d'emblée que sur cette exigence-là,
j'ai 2 cas de test qui sont associés, 2 exigences liées et une anomalie associée. Cette navigation par encre nous permet, lorsque l'on navigue d'une exigence à l'autre, d'atterrir directement sur le dernier bloc que l'on avait consulté. Et donc, il n'y a plus de système d'onglets par défaut comme on pouvait avoir avant. Et donc, désormais, maintenant, on a la possibilité de consulter des informations en masse lorsqu'on navigue entre différentes exigences. Dernier élément au niveau de la navigation, nous avons désormais la possibilité d'accéder à la consultation d'un élément dans Squash directement via son URL. Donc, vous avez maintenant tout à fait la possibilité de vous partager des liens et de mettre, par exemple, des liens en favoris vers un tableau de bord, vers un plan d'exécution. Ça, c'est des choses qui fonctionneront. Voilà pour cet aspect navigation. Alors, si je rentre dans le détail d'une page de consultation assez rapidement, hein, on va retrouver nos champs, nos attributs principaux qui fonctionnent de la même manière qu'avant. Donc, c'est des champs éditables lorsque l'on clique dessus. On sélectionne une valeur et on la valide. Donc là, on va retrouver les attributs standards des exigences. Et puis, on va retrouver en dessous les champs personnalisés. Donc là, c'est le cas du champ étiquette qui est un champ personnalisé. On va avoir ces éléments qui vont s'afficher dans ce bloc-là. La gestion des jalons a été également ajoutée dans la partie information, un petit peu différente. Donc, c'est plus géré dans un bloc ou un onglet à part. Ça se fait maintenant via un affichage via un système de tags qui va permettre au survol de consulter les informations du jalon associé à l'élément que l'on consulte. Et donc, pour ajouter des jalons, eh bien, on va retrouver une petite fenêtre d'association. Pour supprimer les associations, on va avoir une petite croix au niveau du tag qui va permettre d'enlever le jalon. Voilà pour cette partie information. Le champ de description, un dernier petit mot, on retrouve bien nos champs qui permettent d'ajouter de la mise en forme. Ça ne change pas. Les indicateurs de couverture sont également un petit peu plus visuels avec un système de code couleur en fonction des taux que l'on a. Autre nouveauté sur laquelle je vais m'attarder un petit peu, ça va être tout ce qui est association entre éléments. Donc là, à première vue, le bloc cas de test vérifiant cette exigence est semblable à ce qu'on avait dans la version jusqu'à présent. Donc, il liste l'ensemble des cas de test. Ce qui a changé à ce niveau-là, c'est la manière d'associer des éléments entre eux. Avant, on naviguait vers une page de second niveau, une interface d'association. Là, désormais, lorsque l'on va cliquer sur le petit bouton pour associer des cas de test à l'exigence consultée, on va avoir le référentiel des cas de test qui va s'afficher directement sur la partie droite de l'écran pour faciliter l'association. Et de ce fait-là, eh bien, il suffira simplement de sélectionner un ou plusieurs cas de test dans la bibliothèque et de faire un glisser-déposer vers la page de consultation pour effectuer l'association. Donc là, l'idée était de limiter le nombre de clics et de faciliter cette association. L'association via la recherche fonctionne également. On reviendra sur l'interface de recherche tout à l'heure. Voilà pour cette présentation des exigences. Les exigences liées fonctionnent de la même manière qu'auparavant. Alors, si maintenant je vais au niveau de l'espace cas de test, donc je ne vais pas repasser sur la bibliothèque qui repose sur les mêmes principes. Pareil pour la partie information générale et la partie navigation, on retrouve vraiment le même fonctionnement. Ce qui a changé à ce niveau-là, c'est la gestion des paramètres et jeux de données qui se fait désormais via un seul bloc, un seul tableau à double entrée, où l'on va retrouver au niveau de chaque colonne les différents paramètres définis au niveau du cas de test. Et puis, pour chaque ligne, on va retrouver les jeux de données. Si vous aviez donc toutes ces en-têtes et ces cellules sont éditables
pour définir vos valeurs et vos noms de paramètres et jeux de données. Si vous aviez défini des descriptions au niveau de vos paramètres, on peut les retrouver via le petit bouton plus ici au niveau des informations du paramètre. Si maintenant je consulte les différents cas de test, alors je vais plutôt changer de cas de test ici, voilà. Donc la première chose que l'on peut voir, c'est qu'on a regroupé au sein d'un même onglet, d'une même encre, les prérequis et les pas de test. Donc on a un premier bloc qui va correspondre aux prérequis. Et puis ensuite, on va retrouver nos pas de test, dont l'affichage a un petit peu changé. Ça ne s'affiche plus sous forme de tableau, mais maintenant sous forme de blocs indépendants, où l'on va retrouver eh bien, nos actions et nos résultats attendus. Et s'il y a des informations supplémentaires, telles que des exigences associées, des pièces jointes ou des champs personnalisés, ça s'affichera sous ces actions et résultats attendus et non plus à côté, là encore pour gagner un petit peu en espace d'affichage. Au niveau, donc lorsque l'on survole ces étapes de test, on va retrouver les différents boutons d'action qui vont permettre d'ajouter, copier-coller, supprimer, et puis effectuer des associations et accéder à la page de détail du pas de test où on va pouvoir visualiser d'un côté les exigences et de l'autre côté le pas de test. Donc tout ce qui est association à des pièces jointes et aux exigences fonctionne de la même manière. On peut faire un drag and drop de pièces jointes directement dans chacun des pas de test. Ça fonctionne. Ou alors aller les chercher directement sur le poste de l'utilisateur. Un petit mot des appels de cas de test. Donc là, j'ai un exemple ici. Donc on retrouve les mêmes informations qu'on avait jusqu'à maintenant. La nouveauté, c'est qu'on peut désormais visualiser directement depuis le cas de test appelant le contenu du cas de test appelé. En appuyant sur la petite flèche ici, on va pouvoir dérouler le cas de test appelé et voir l'ensemble des étapes de ce cas de test sans avoir à naviguer vers une nouvelle page. On a également, si on veut avoir une vue d'ensemble du cas de test, on peut passer en vue réduite qui va limiter la taille d'affichage de chacun des pas de test. Et donc ça, c'est quelque chose qui va permettre de faciliter notamment la réorganisation des différents pas de test, là en les sélectionnant et puis en faisant un glisser-déposer pour les mettre dans la position de notre choix. La sélection multiple fonctionne toujours également en cliquant sur le numéro de chaque pas de test. Voilà pour cette partie sur les pas de test. Alors, je vais peut-être passer au niveau des exécutions, de la consultation des exécutions et des anomalies connues. Là, ça ne change pas. On a une table avec la liste des différents éléments attachés. Un petit mot de la recherche qui a pas mal évolué. Donc ça, c'est valable pour les différents espaces de Squash. Donc là, l'idée, c'était vraiment de rendre la recherche plus ergonomique et plus dynamique que ce qu'on avait dans les versions précédentes. Donc là, on n'a plus 2 pages pour la recherche, donc une page pour les critères, une page pour les résultats. On a tout regroupé sur une seule page, la partie critères de recherche, et puis sur la partie droite, la partie résultats de recherche, donc le tableau des différents résultats. Donc l'idée, via cette partie critères de recherche, c'est qu'on va pouvoir définir l'ensemble des critères que l'on souhaite appliquer pour effectuer notre recherche et également appliquer un périmètre. Donc, le périmètre de recherche a lui également un petit peu évolué. Donc, on peut soit, comme dans la version actuelle, enfin dans la version précédente, pardon, faire une recherche par projet, donc en sélectionnant le ou les projets de notre choix, soit, et c'est une nouveauté, effectuer une recherche depuis un périmètre personnalisé qui va nous permettre en fait d'aller sélectionner plus finement des répertoires ou un ensemble de cas de test au sein de la bibliothèque. Donc, on va vraiment pouvoir affiner notre périmètre de recherche par ce biais-là. Et puis ensuite, pour ajouter des critères, eh bien, on va avoir un petit bouton ajouter un critère qui va nous afficher une liste de critères. Donc, ce sont les mêmes que dans la version précédente, qui sont regroupés par grande famille de critères.
Donc, on a un champ de recherche si on souhaite chercher plus facilement un critère. Et donc, l'idée, là, c'est simplement de sélectionner le critère sur lequel on souhaite faire notre recherche, par exemple sur l'importance, et de sélectionner les différentes valeurs qui nous intéressent. Donc, par exemple, je fais une recherche sur mes 4 tests d'importance très haute, je coche la case, et là, je ne sais pas si vous avez vu, mais les résultats se sont actualisés automatiquement. Une recherche qui est dynamique en fonction de l'ajout ou du retrait de certains critères. Dans cette liste-là, on va retrouver également les champs personnalisés. Alors, je ne sais pas si j'en ai un ici. Cette liste s'adapte aux éléments que vous avez sélectionnés au niveau de votre périmètre. Donc, vous n'avez pas de risque de faire une recherche sur un champ personnalisé qui n'existe pas dans votre périmètre de recherche. Au niveau des résultats, on va retrouver les mêmes fonctionnalités qu'actuellement, à savoir la possibilité d'éditer certains champs directement dans la table, donc d'éditer individuellement certains cas de test. Et puis, on a également la modification en masse via ce bouton ici, qui va permettre de modifier différents attributs du cas de test. L'export de résultats fonctionne également toujours. Voilà pour cette partie recherche. Alors, un petit mot des tableaux de bord à présent. Donc ça, à nouveau, c'est une fonctionnalité qui est commune aux différents espaces de Squash. Donc là, je suis sur l'affichage d'un tableau de bord par défaut, où on va retrouver les mêmes indicateurs que ce qu'on avait. Les petites nouveautés, c'est qu'au survol de chacune des portions des graphiques, vous avez une petite infobulle qui vous indique ce que vous consultez, le nombre d'éléments concernés et le pourcentage que ça représente. L'autre petite nouveauté, c'est que cet affichage va s'adapter à l'espace d'affichage disponible. C'est-à-dire que si vous avez un petit écran ou que vous voulez augmenter l'espace d'affichage pour votre bibliothèque, eh bien, vous allez avoir dans un premier temps les légendes de vos graphiques qui vont s'afficher sous chacun des graphiques. Et puis, si vraiment vous avez très peu de place, les graphiques vont s'afficher les uns sous les autres. Et donc, vous gardez l'ensemble de vos informations. Pour finir, sur cette partie graphique, tableau de bord, ces portions sont toujours cliquables. Et la petite nouveauté, donc vous arrivez sur votre espace de recherche avec l'ensemble des tests concernés. Les critères ici, ça c'est la petite nouveauté, sont renseignés automatiquement et donc vous permettent soit d'affiner, soit d'élargir un petit peu votre recherche à partir de ce que vous aviez dans votre tableau de bord. Voilà pour cette partie cas de test. Alors, je vais maintenant passer à la partie campagne. Avec un petit mot tout d'abord du tableau de bord de l'espace campagne, donc du tableau de bord par défaut, qui reprend les mêmes éléments que ce qu'on avait dans la version actuelle. On a un petit peu optimisé ce premier graphique, donc l'avancement cumulé de la campagne ou de l'itération, qui dépend en fait des dates, enfin qui s'affiche uniquement si vous avez défini des dates de début et de fin pour vos itérations, et qui va permettre de calculer l'avancement réel de votre recette en fonction de l'avancement prévisionnel via les dates renseignées. Là, la petite nouveauté, c'est qu'on a désormais la possibilité de zoomer au sein de ce graphique. Donc, si vous avez des campagnes ou des itérations qui s'étendent sur un temps important et que vous avez beaucoup d'informations, vous avez la possibilité de regarder plus finement l'évolution de vos exécutions depuis ce graphique en zoomant. Voilà. Et puis derrière, on va retrouver les mêmes éléments, le même type de données qu'on avait dans la version précédente. Alors, un petit mot du plan d'exécution que l'on va retrouver ici. Hop, je vais réduire un petit peu ma bibliothèque. Donc, qu'on va retrouver ici, donc je suis au niveau d'une itération. J'ai des suites de tests, juste un petit mot là-dessus. On va retrouver les différents statuts d'exécution des suites de tests. Donc ça, c'est
quelque chose qu'on avait déjà. Là, on les retrouve dans les capsules, dans les petits arrondis de couleurs. Au niveau du plan d'exécution, eh bien, on retrouve les mêmes informations que l'on avait dans la version actuelle, avec la possibilité de naviguer vers le cas de test pour le consulter si besoin. On a certaines colonnes qui sont éditables directement dans la table. C'est le cas des jeux de données, c'est le cas du statut, c'est le cas de l'utilisateur. On a des boutons d'action qui vont se trouver au-dessus du plan d'exécution, qui vont permettre d'ajouter des éléments au plan d'exécution. Donc, l'association cas de test au plan d'exécution va se faire de la même manière que l'association exigence cas de test, donc via une bibliothèque et puis un glisser-déposer. L'association via la recherche fonctionne également. Et puis, on a des boutons à côté qui vont permettre de faire de la modification en masse, donc de l'assignation en masse à des utilisateurs, de l'affectation à des suites de tests en masse, et puis l'ajout de statuts d'exécution en masse également sur les différents éléments sélectionnés dans le plan d'exécution. Et puis, en dernier, c'est les deux derniers petits boutons ici, c'est ce qui va vous permettre de lancer d'un seul coup l'ensemble des tests de votre itération ou de votre suite de tests. Si vous avez des tests automatisés, il y a un troisième petit bouton qui s'affiche ici pour lancer l'ensemble des tests automatisés. Juste un petit mot, j'ai parlé rapidement des suites de tests. On a désormais la possibilité de les créer directement depuis l'arborescence ici. Au niveau du bouton pour exécuter les tests, on va retrouver différentes informations. Là, ça a été un petit peu réorganisé. Donc, on a toujours la possibilité d'exécuter les tests avec la pop-up. Donc ça, je vais pas m'attarder dessus. Ça se comporte de la même manière que dans les versions précédentes. On a une entrée de nouvelle exécution. Donc, je vais y revenir juste après, qui va permettre d'accéder à la page d'exécution du cas de test et lancer une nouvelle exécution depuis la page de consultation de l'exécution. Et puis, on va pouvoir également, depuis ce menu, accéder à l'historique dans le plan de test. On va pouvoir consulter cet historique directement depuis un petit tableau qui est un petit peu plus clair et qui va permettre notamment de supprimer en masse des exécutions, ce qu'on ne pouvait pas faire précédemment. Ce plan d'exécution, il est toujours filtrable, il est triable. Donc de manière générale, au niveau du tri dans les tables de l'application, donc ça se fait en cliquant une ou plusieurs fois en fonction de si on veut un tri ascendant ou descendant sur les en-têtes. Le tri secondaire fonctionne. Donc si vous avez trié sur une première colonne et vous cliquez sur une deuxième, ça va appliquer automatiquement un tri secondaire. Au niveau des filtres, ça a été également un petit peu revu pour que ce soit plus simple et plus intuitif. Donc, vous avez un petit entonnoir qui va vous permettre de sélectionner différentes valeurs pour ne filtrer que certains éléments de votre plan d'exécution. Un petit mot peut-être du coup de la page de consultation d'une exécution. Donc, que vous pouvez déclencher afficher en cliquant sur nouvelle exécution ou aller consulter une fois que votre exécution est effectuée. Donc, on retrouve nos différents éléments qu'on avait dans la version actuelle. Petite nouveauté au niveau de la partie anomalie, si vous utilisez des bug trackers, on a séparé dans deux fenêtres différentes pour rendre ça un petit peu plus clair, la déclaration d'une nouvelle anomalie et le fait de rattacher une anomalie existante à l'exécution consultée. Mais sinon, le principe reste le même. Au niveau du scénario d'exécution, donc de l'ensemble de vos étapes de test, donc vous pouvez les consulter ici. Donc l'affichage ressemble à ce qu'on avait au niveau des différents pas de test. Vous avez un code couleur associé qui vous permet de voir plus facilement le statut d'exécution de vos étapes de test. Et depuis cette page, vous pouvez lancer une exécution et donc appliquer différents statuts à vos étapes de test en cliquant sur les petits boutons les petits boutons de statut. Donc vous avez les trois principaux ici et les statuts additionnels qui sont au niveau du petit bouton plus.
Et puis à côté, vous allez retrouver la possibilité d'ajouter des commentaires, des pièces jointes et de déclarer des anomalies. Donc là, je vais revenir au niveau du plan d'exécution. Et à nouveau, petite nouveauté, lorsque l'on navigue depuis la page d'une exécution vers le plan d'exécution, on a tous les paramètres de tri, de filtre et également de pagination qui vont être conservés. Donc là, j'avais défini des filtres sur l'importance. Je ne les perds pas, ils sont toujours présents. Si j'avais navigué vers mon exécution depuis la deuxième page de mon plan d'exécution, eh bien, je serais revenu sur la deuxième page au retour depuis la page de second niveau. Donc ça, c'est une petite nouveauté qu'on a ajoutée qui, je sais, était assez demandée par les utilisateurs. Donc c'est désormais chose faite. Voilà pour cette partie campagne. On va passer à la partie pilotage qui a pas mal évolué au niveau de la création de graphiques. Donc, on retrouve nos différents éléments. On peut créer des graphiques, des rapports, des tableaux de bord personnalisés et des exports de campagnes personnalisées. Donc là, je suis au niveau d'un tableau de bord. La grosse nouveauté dans cet espace, c'est, comme je disais, la création de graphiques personnalisés qui se faisait avant via un assistant en différentes étapes. Ce qui pouvait être parfois un petit peu frustrant puisque on ne pouvait visualiser ce qu'on faisait qu'à la dernière étape et on se rendait souvent compte que ça ne correspondait pas forcément à ce qu'on voulait au départ et ça pouvait être assez frustrant de devoir faire des allers-retours entre les différentes étapes de l'assistant. Donc on s'est affranchi de cet assistant dans cette version 2.0. On a revu la création de graphiques qui se fait maintenant via une sorte de workbench où on a tout sur une seule page, hein, toutes les étapes. Donc l'idée, c'est qu'on retrouve sur la partie gauche de l'écran les différents critères qui vont permettre de construire le graphique, donc le périmètre, le type de graphique, la composition des axes du graphique, et puis les différents filtres que l'on peut appliquer. Au niveau de la partie centrale de l'écran, on va retrouver l'aperçu du graphique. On va voir qu'il va s'afficher assez rapidement. Et puis sur la partie gauche de l'écran, on va retrouver les différents attributs sous forme d'une sorte d'arborescence qui vont permettre de construire le graphique. Ce sont les mêmes attributs que l'on avait dans la version précédente. Et donc là, l'idée, pour construire un graphique, eh bien, on va simplement sélectionner un attribut. C'est indiqué sur la partie centrale de l'écran. On va simplement sélectionner un attribut et faire un glisser-déposer dans la partie centrale. Et on a notre graphique qui va s'afficher directement. Donc là, j'ai sélectionné l'importance d'un cas de test, si je souhaite faire mon graphique à partir de cet élément-là. Et là, on voit que j'ai directement mon graphique qui s'affiche. J'ai mes axes qui ont été automatiquement valorisés. Je peux changer à tout moment le type de graphique. En resélectionnant un attribut, je peux également sélectionner mon attribut directement en cliquant dans cette partie axe ici. Et puis, eh bien là, du coup, du fait qu'on ait tout sur une seule page, on n'a plus vraiment d'ordre imposé. Donc là, j'ai commencé par créer un graphique. Si je me rends compte finalement que je préférerais plutôt avoir un histogramme plutôt qu'un camembert, eh bien, je change de type de graphique. J'ai quand même ma partie importance, mon attribut que j'avais sélectionné qui est gardé en mémoire. J'ai simplement besoin de remplir un nouvel axe. Et donc, pour cela, j'ai simplement besoin de refaire un glisser-déposer dans la partie centrale de l'écran et j'ai mon graphique qui se construit automatiquement. Mon deuxième axe est rempli et j'ai quelque chose qui correspond à ce que je souhaitais. Pour la partie ajout de filtre, ça se fait de la même manière. Donc soit je vais sélectionner un attribut supplémentaire sur lequel je souhaite filtrer, soit je vais faire un glisser-déposer directement dans la partie filtre. Alors, je ne suis pas sûre que nature, ça va me faire quoi que ce soit. On va peut-être sélectionner le statut, approuver ou à approuver. Eh bien, j'ai la possibilité d'ajouter des filtres de cette manière-là.
Voilà pour cette partie graphique qui, j'espère, sera plus simple à utiliser. Et le même principe de glisser-déposer avec cette sorte d'arborescence d'attributs, on la retrouve également pour créer des exports personnalisés de campagne. Au niveau des tableaux de bord personnalisés, là, ça ne change pas. On peut toujours associer des graphiques au tableau de bord personnalisé. On peut les réorganiser, modifier leur taille. Voilà, on a toujours ces éléments-là et la possibilité de les afficher dans les différents espaces de l'application. Pour finir cette démo, un petit mot de l'espace administration, qui a lui aussi un petit peu changé au niveau de son organisation. Donc on n'a plus, comme on pouvait l'avoir jusqu'à maintenant, une page d'accueil de l'administration avec les différentes rubriques. On va désormais pouvoir accéder à ces différentes rubriques directement depuis la barre de navigation, que l'on va retrouver ici. Et donc voilà, on n'a plus de clics supplémentaires à faire. Si on veut consulter les utilisateurs, on va accéder directement à la liste des utilisateurs. Pareil pour les projets. Et puis, ça nous a permis de regrouper certaines informations, certaines rubriques qui pouvaient être semblables, typiquement les champs personnalisés, listes personnalisées et liens entre exigences qu'on retrouve sous une même rubrique entité. Voilà pour cette partie administration. Autre dernier petit élément, ça concerne l'affichage des différentes pages de consultation des projets. Là, à nouveau, on a essayé de limiter le nombre de clics et de faciliter la navigation d'un projet à un autre. Ce qui fait que maintenant, lorsque vous cliquez sur le nom d'un projet, que vous accédez à sa page de consultation, elle va s'afficher sur la partie droite de l'écran. Vous avez toujours votre liste qui s'affiche sur la partie gauche. Et pour passer d'un projet à un autre, de la même manière, vous avez simplement à cliquer sur le nom et en un clic, vous arrivez sur votre page de configuration. Voilà pour cette démo. Peut-être juste pour finir, je vous avais parlé rapidement de la documentation au début de cette présentation. Sachez que donc elle est accessible directement depuis l'application. Elle est accessible en ligne. C'est une toute nouvelle, un tout nouveau site qui héberge la documentation, qui est en français et en anglais, qui est en cours de construction. Donc vous n'allez pas pour l'instant retrouver tous les éléments qu'on avait. Ça va être fait petit à petit d'ici la fin de l'été. On va retrouver différents éléments, donc principalement les guides de référence qui correspondent aux guides utilisateurs, administrateurs et guides d'installation. Vous allez retrouver une section tutoriaux. On n'en a pas pour l'instant, mais ça va être, comme je le disais, mise à jour au fil de l'eau. Dans cette section de documentation, vous allez également retrouver l'ensemble des release notes et puis des FAQ. Voilà, typiquement, si vous vous posez des questions sur le passage à la version 2.0, des questions plutôt d'ordre technique, elles sont répertoriées pour la plupart dans une FAQ dédiée. Donc, n'hésitez pas à consulter ces éléments. Et dernière petite précision au niveau de cette documentation, elle sera versionnée en fonction des versions de Squash. Donc, vous pourrez vraiment consulter la documentation associée à la version que vous utilisez. Voilà pour cette démo, ce que j'avais à dire. Maintenant, on va peut-être passer aux questions s'il y en a. Place à vos questions. La première a déjà été un peu évoquée par Yamina, mais il est tout à fait possible de passer d'une version 1.21 ou 1.22 à une version 2.0. Absolument. Donc ça, à nouveau, c'est des choses qui sont détaillées dans la FAQ, mais le principe de montée de version, finalement, est semblable à ce qu'on avait l'habitude de faire, à savoir passage d'un script sur la base de données et puis mise à jour de l'applicatif. À quelques petits détails près selon le type d'installation qu'on avait, mais à nouveau, tout est documenté, tout est détaillé. Pour la question de Philippe, sur le site Community, je crois que la question concernait la documentation. Sur cette documentation en ligne, vous retrouverez
la documentation de SquashTM, donc du cœur open source de SquashTM, mais également la documentation de l'ensemble des plugins. Alors, peut-on créer une nouvelle exécution avec un statut défini, avec mise à jour automatique des statuts des pas de test à ce statut? Non, lorsque l'on crée une nouvelle exécution, de base, elle est au statut à exécuter. Et donc, vous pouvez changer le statut de cette exécution, soit en exécutant l'ensemble des pas d'exécution, soit en appliquant un statut sur le cas de test sans passer par l'exécution. Mais si vous faites cette action, le statut des pas de test ne sera pas mis à jour. Alors, Philippe, j'ai vu des boutons statut de test dans l'espace cas de test, mais même... On a effectivement un champ statut, c'est pour le statut d'écriture des tests, donc quelque chose qui existait déjà. Les capsules ici, ce sont des éléments qu'on va retrouver sur les différents objets de Squash. Donc, je l'avais présenté pour les exigences. Là, c'est un peu la même chose pour les cas de test. On va retrouver des informations qui correspondent aux attributs du test, mais qui sont affichées en permanence, quel que soit l'élément qu'on consulte au niveau du pas de test. Et donc, on va retrouver des informations sur le statut d'écriture des cas de test, sur leur importance et sur le statut de la dernière exécution du test. Alors, Squash 2.0 respecte-t-il la version RGA 4.0 ? Alors, on n'a pas fait d'audit pour le moment au niveau de l'accessibilité. Donc, je ne peux pas vous répondre. Alors, est-ce qu'il existe une fonction permettant de retrouver tous les tests impactés par une anomalie ? Alors, vous avez l'inverse. Vous pouvez retrouver toutes les anomalies associées à un test. Là, comme ça, je ne vois pas. En revanche, ce que vous pouvez faire, donc on a un plugin qui est un plugin assistant de reprise de plan d'exécution, assistant de campagne, qui va vous permettre de définir un plan d'exécution, un nouveau plan d'exécution sur la base d'un plan d'exécution d'une itération passée, en vous basant sur un certain nombre de critères, et notamment sur des anomalies. Et donc, vous allez pouvoir dire, eh bien, à partir de telle anomalie qui était présente dans mon itération, je veux réexécuter tous les tests associés à cette anomalie qui était présente dans l'itération que je souhaite reprendre. Donc, ça ne répond pas exactement à votre question, mais c'est un début. Alors, s'il n'y a pas d'exécution, on aura quoi dans cette capsule? Dans la partie dernière exécution, on n'aura pas d'exécution. Je crois que j'ai un exemple ici. Voilà. Une dernière question. Une dernière question de Yamina. Marion, peux-tu montrer la création de cas de test? Oui, je peux. Je suis dans le bon espace. Alors, la création de cas de test, effectivement, alors, qui n'a pas énormément changé, il y a juste une petite subtilité. Donc, pour rappel, on a différents formats de cas de test dans Squash. On a les cas de test classiques donc, que je vous ai montrés ici, les cas de test Gherkin et les cas de test BDD qui ont été introduits dans la version 1.22 de SquashTM, donc dans la version précédente. Avant, on avait différentes entrées au niveau du menu ici. Maintenant, comme vous l'avez peut-être vu, on a un champ format dans la pop-up de création de test qui va permettre de sélectionner en fait le format du test dans lequel que l'on souhaite ajouter. Et donc voilà, vous sélectionnez le format et puis ensuite on saisit un nom comme ce qu'on avait l'habitude de faire. Éventuellement une référence, une description. Et le test est ajouté. Donc là, je suis dans le cas d'un cas de test BDD, donc il s'affiche en vert dans l'arborescence. Et donc là, c'est un petit peu différent. Je n'ai pas les pas de test action résultat. Je vais retrouver donc les cas de test BDD s'appuient sur la syntaxe Gherkin. Donc je vais retrouver une interface qui va me permettre de sélectionner un mot-clé Gherkin et puis saisir une phrase d'action.
Hop. Actions qui me sont suggérées si elles existent dans d'autres cas de test. Voilà. Et voilà la création d'un cas de test. Pour un cas de test classique, l'espace pas de test, enfin la conception des pas de test et la rédaction de ces derniers a été montrée tout à l'heure. Il y a un espace dédié sur lequel, en fait, voilà accessible. Alors là, ils ont tous des pas de test en l'occurrence, mais test, vous appuyez sur le petit bouton plus. Ça, c'est ce que vous avez lorsque vous arrivez sur la première fois sur un cas de test qui n'a pas de pas de test. Vous avez cette interface-là qui va vous permettre de rédiger directement votre pas de test avec l'action, les résultats attendus. Et puis, une fois que vous avez terminé votre rédaction, vous cliquez sur Ajouter ou ajouter un autre, et puis votre nouveau pas de test est ajouté. Si vous voulez intercaler l'ajout d'un pas de test entre deux pas de test existants, vous cliquez sur le bouton plus du pas de test sous lequel vous souhaitez ajouter un nouveau pas de test. Peut-on créer un test sans pas de test? A priori, oui, mais on ne peut pas les exécuter. Oui, tout à fait. C'est effectivement ça. De l'exécution, on va appliquer un statut d'exécution sur chacune des étapes de test, sur chacun des pas de test. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est tricher un petit peu et au sein du plan d'exécution, définir un statut d'exécution directement au niveau du cas de test qui n'a pas de pas de test. Et du coup, voilà, vous avez quand même l'information. Mais il n'y a pas de réexécution derrière, donc il y aura des endroits dans l'application où vous n'aurez pas l'information répercutée. Très bien. Eh bien, merci pour toutes vos questions. On espère que ça a été bénéfique pour vous. N'hésitez pas, lorsque vous recevrez le lien, à le partager auprès de vos équipes. Et puis, on reste connecté avec nos différents supports pour répondre éventuellement à vos futures questions. Bonne journée à tous et à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci à tous. Au revoir.